Alors tu me disais, ta carrière professionnelle, tu l'as commencé en 2013. Moi, d'après mes petites recherches, j'ai vu que tu avais fait des combats à partir de 2011. Alors, où le bas blesse? 2011, il me semble que j'ai fait des combats, mais c'était en amateur, hein, il me semble, en Ah, 2011. il va falloir prévenir nos amis de Sherdog, alors peut-être de ne pas mettre de mettre les Parce informations qu'il au me bout du semble, jour. enfin, j'ai peut-être un trou, mais il me semble que c'était peut-être 2012, mais 2011, je pense vraiment pas. Alors justement, bah, écoute, ça commence mal parce que c'était ma première question. Tu as commencé ta carrière en 2011, moi c'est ce que j'avais pensé. D'accord. Et en fait, je voulais te parler au tout début de ton expérience au 100% Fight. Mais avant ça, dis-moi si c'est vrai, j'ai vu que l'information, tu avais fait un premier combat en 2011 en Belgique. Alors, explique-moi un petit peu. Bah, il me semblait que c'était Ah non, c'était fin d'année 2011. Ah, C'est vrai. donc on y est. Alors Voilà, parle-moi un voilà. petit peu de cette première expérience, parce que quand on est un petit Français, on a effectivement des étoiles dans les yeux, on a l'UFC, on a la cage, on a les rings du monde entier qui nous appellent, mais on n'a pas d'opportunité de pouvoir pratiquer son art ici. Alors comment ça se passe? Franchement, à cette époque-là, je pensais même pas à tout ça. Ouais. J'aimais bien le MMA, c'était à l'époque du Pride surtout. J'étais vraiment fan. Quand je regardais ça à la télé, je disais, mais comment ils peuvent faire ça, quoi? Et j'ai toujours été vraiment épaté par les performances des combattants au Pride. Je me suis dit, pourquoi pas moi? J'avais fait de la boxe anglaise avec mon père quand on était jeunes. On est tous passés par là d'ailleurs, tous les garçons de la famille. Et je me suis dit, bon, ben, je vais reprendre la boxe. Après, ça a été le sol, le jiu-jitsu brésilien, le grappling. Après, j'ai dit, ben, bon, ben, pourquoi pas le MMA? Je me suis mis vraiment sérieusement à m'entraîner. Et j'ai dit, on va essayer, on va voir ce que ça donne, quoi. Et pas trop d'appréhension justement, de savoir que l'image que la MMA avait, ou a encore même certains pour certains. Zéro appréhension, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. D'accord, alors après ces expériences dont tu me parles, il y a eu combien d'années ou de mois d'entraînement avant de justement démarrer une carrière professionnelle? Avant de démarrer, je dirais bien une bonne année, hein. Avant de Ouais. démarrer en amateur, parce que voilà, le but n'était pas de partir à l'aventure et de voir peut-être ce que ça va donner. Il fallait quand même certaines bases pour pouvoir faire une bonne prestation, même si après on peut gagner, on peut perdre, mais en tout cas avoir quand même les armes pour démarrer quelque chose de bien. Et tu pouvais imaginer déjà à l'époque, là où le MMA allait t'amener, de savoir que tu allais avoir une Aucune ceinture idée, Obama, de savoir qu'aujourd'hui tu combats dans le monde entier? aucune idée. Franchement, des fois on en rigole, mon frère et moi, en se disant, t'as vu comment on a commencé, regarde où on en est aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, on a fait quand même pas mal de chemin et on espère en faire encore. Alors justement, ce chemin, on en parlait, j'ai utilisé un mot tout à l'heure, c'est le mot vétéran. Ouais. Alors je voulais savoir justement, est-ce que c'est un mot que tu penses que j'ai un peu exagéré ou est-ce que tu te considères comme ça? Est-ce que dans le milieu tu es... Non, je dirais, enfin, ça, tout dépend comment il est interprété. Parce qu'un vétéran du MMA, c'est peut-être pour dire que c'est quelqu'un qui est en fin de carrière et qui a. Voilà. Après, peut-être que le bon mot, c'était peut-être pas le mot vétéran, mais un rookie, j'aurais pu se dire. Parce que voilà, j'ai pas mal roulé ma bosse, on va dire, dans le MMA. Et surtout en France, j'ai vu pas mal de choses, j'ai beaucoup Ouais. combattu. Donc, ça aurait peut-être été le meilleur mot, mais j'ai pas de problème avec ça parce que ben, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai acquis pas mal d'expérience, j'ai beaucoup combattu. Donc voilà. Alors Damien, justement, tu me parlais de cette expérience sur le marché français, enfin sur les organisations françaises. Tu as passé de nombreuses années au 100% Fight. Alors, qu'est-ce que tu as appris de tous tes combats dans l'organisation de Hatch en fait? Dans l'organisation de Hatch, c'est un très bon tremplin pour ceux qui démarrent. Ça m'a permis de me préparer aussi pour pouvoir faire mon tremplin vraiment dans le MMA total et pas le pancrace. Ça a été dur, je dirais que ça n'avait pas été évident de passer du pancrace au MMA. Il y avait des petites appréhensions. Quand on fait quelque chose pendant un certain nombre d'années, et ben, inconsciemment, et ben, Les automatismes, voilà, peut-être. les automatismes, les frappes au sol et tout, c'est pas qu'il y avait de la crainte ou pas de la peur, mais quand on arrive à un certain moment, c'est des choses auxquelles on n'est plus habitué tout simplement, je pense. Et il y avait une petite appréhension, mais après, quand on a commencé vraiment à mettre vraiment le pancrace de côté et à se mettre exclusivement sur le MMA, après ça a roulé tout seul. Et est-ce que tu penses, moi c'est un petit peu l'image que j'en avais à l'époque quand je regardais tous ces événements,
je vais essayer de tourner les choses de bonne façon pour pas me faire d'ennemis, mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y en a certains qui sont restés bloqués un peu sur cette époque 100% fight et qui pour eux c'était, on va dire, le haut de la montagne, quoi, il n'y aurait rien derrière? Je pense pas que tu vas te faire des ennemis parce que c'est la réalité, c'est que le sport aussi, c'est ça, c'est pouvoir évoluer avec le temps et pas rester bloqué sur l'avant, quoi, en fait. Donc moi, je pense que effectivement, il y en a qui sont restés du niveau du 100% fight, tout simplement, et qui n'ont pas évolué dans des carrières de combattants de MMA vraiment totales, quoi. Alors justement, toi, tu fais partie, on va dire, de ces rares Français qui ont une sacrée carrière internationale. Je me faisais une petite liste d'ailleurs de tous les pays dans lesquels tu as combattu. Je vais te faire une liste, tu me dis si j'en oublie un. Moldavie, Angleterre, Russie, Allemagne, Pologne, Canada, France, Abu Dhabi. Ouais. J'ai oublié quelque chose ou pas sur la Lune? Pas encore? Thaïlande. Thaïlande aussi, bon d'accord. Déjà combattu. Alors aussi dans des grosses organisations, je parle du BAMA, le TKO au Canada, le Cage Warrior évidemment. Est-ce que, explique-moi avec, qu'est-ce qui fait la différence entre toi qui a réussi justement une carrière internationale et d'autres qui sont restés, on va dire, coincés niveau français, quoi? La différence, je pense que c'est les opportunités. Au bout d'un moment, on va avoir des opportunités à saisir. C'est où on les saisit, on ne les saisit pas en fait. Moi, j'ai fait en sorte de saisir certaines opportunités qui ont pu faire que j'ai pu prendre de la maturité en tant que combattant, de l'expérience aussi, et ça m'a apporté en tant qu'homme. Donc, la réalité, c'est que avant toute chose, ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Après, oui, voilà, il y aura des victoires, des défaites, mais on avance. Et aujourd'hui, je suis là où j'en suis en fait dans ma carrière. Ces opportunités dont tu parles, où il faut les saisir, d'accord, mais j'imagine qu'il faut aussi savoir se les créer. C'est qu'il y a un petit buzz autour de ta personne, autour aussi de ton frère. Enfin, il y a quand même pas mal de... On sait que les réseaux sociaux s'intéressent beaucoup à vous. Vous avez une belle image. Les fans... Je pense que avant ça, on était comme les autres. On n'avait pas cette image-là, mis à part le fait qu'on était frères. Après, ça, je pense que voilà, c'est toujours une bonne chose quand voilà, s'il y a une double force, on va dire. Mais, double impact. Ouais, exactement, c'est ce que je voulais dire, quand il y a le double impact. Mais non, on l'a quand même créé en fait. C'est pas on s'est assis, on a dit on est frères, on combat. Parce que des frères, il y en a plusieurs. Voilà, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont continué. Aujourd'hui, je pense que on est les frères qui font le plus parler d'eux, parce que voilà, on est deux. Mais quand même, derrière, on fait notre travail dans la cage, quoi. C'est clair. Donc voilà, donc je pense que ce qui prime aujourd'hui, c'est que on fait quand même notre boulot et après la manière de développer a été bonne, on a été bien conseillé, bien orienté. Aujourd'hui, voilà ce qui fait que on en est là, quoi. Alors tout à l'heure tu m'as dit que j'allais pas me faire un ennemi avec les gens du milieu français, peut-être que je vais me faire un ennemi en la personne de Damien Lapillus avec une question qui fâche. Tu me disais on fait le taf dans la cage, vous faites le taf dans la cage, mais l'année 2018, visiblement elle a été quand même assez difficile pour toi. Ça a été une année difficile. Avec 3 défaites dans la catégorie des lightweight, les moins de 70 kg. Exactement. Une blessure au genou qui t'a éloigné de la cage pendant pas mal de temps, on va y revenir. Et une victoire quand même en welterweight, c'est ça? Ouais. Parle-nous un petit peu de ton année 2018 qui a été en dents de scie, on va dire. L'année 2018, ça commence à Grozny, en Tchétchénie. Un combat qui se passe très bien jusqu'à ce que mon adversaire entreprenne une soumission. En fait, je voyais pas ce qui se passait. Pourtant, c'est un truc que je savais même pas que je pourrais taper sur un truc comme ça un jour. Et lui, il cherchait à tirer ma jambe. Moi, je cherchais comme je voyais pas ce qui se passait, je l'ai aidé en fait comme j'ai coincé la prise, donc lui, il avait juste à tirer. Et en fait, c'est ce qui fait que ça m'a fait taper, quoi. Donc après, voilà, c'est une erreur que je ne recommettrai pas. En tout cas, je ferai en sorte de ne pas la recommettre. Après, c'est dommage parce que c'était un combat qui était bien engagé et qui était largement à ma portée. Après, voilà, ce sport-là, on peut gagner pendant 14 minutes. Et la 15e minute, on peut perdre d'un KO ou par KO, donc c'est ça. Il y a une expression un petit peu bateau qu'on répète dans tous les sports, c'est on apprend de toutes les défaites, mais sur le papier c'est bateau, mais c'est la vérité. Parce que là tu m'en reparles encore comme si c'était hier, c'était il y a 1 an et demi, et j'en sens qu'il y a quand même une petite douleur, quoi. Enfin, il y a quand même un sacré regret. C'est sûr. Après, on ne fait pas ce sport-là pour perdre. Ouais. Donc voilà, malheureusement, c'est la loi du sport. Mais voilà, ça, c'est des choses que je ne peux pas oublier parce que c'est ce qui fait que, comme on disait, quand on gagne, ça va vraiment nous faire avancer dans notre carrière. Mais quand on va perdre, en fait, il y a
c'est simple, c'est où on va être touché et on va avoir du mal à repartir, comme ça, comme c'est arrivé à beaucoup de combattants que je connais, où on se dit ok, on relativise et on repart. Et moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Voilà, je suis un battant, je baisse jamais les bras, on y va et j'en suis intimement convaincu. Ça finit toujours par payer en fait. L'année 2018, donc ça a commencé par cette défaite, mais parle-nous de cette blessure justement qui t'a éloigné. Combien de temps ça t'a éloigné? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc on était en Pologne, premier round, le combat démarre bien. Il y a un échange, ensuite mon adversaire cherche à lutter et avec la force, on est projeté dans les cordes et je reste accroché, ma jambe reste accrochée dans l'une des cordes et en fait ça plie mon genou parce qu'en fait il y a tout mon poids qui est supporté par ma jambe à ce moment-là et ça fait que je suis blessé. Et le pire dans tout ça, c'est que il ne devait même pas y avoir de défaite pour ce combat-là. C'était un no contest, mais on met quand même une défaite. Donc ça, je ne comprends pas comment les Polonais jugent ça. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Cette blessure, on peut dire qu'elle a été causée par les cordes du ring. Ah, c'est pas on peut dire, c'est exactement ça. Donc on est bien d'accord que si le combat avait eu lieu dans une cage, il n'y aurait pas eu de blessure. Enfin, pas cette blessure, en tout cas. Voilà. Non, mais j'en profite pour pouvoir rebondir parce qu'on sait qu'on va pas se mentir, hein, on est entre passionnés, c'est normal. Nous, la cage, ça ne nous choque plus. Mais encore pour le grand public, il y a encore cet aspect. Non, ils pensent qu'on est, on est des animaux, ce genre de choses. Mais pas du tout. C'est vraiment de la protection et préserver l'intégrité du sportif, en fait. Et là, je pense que l'exemple, il est parfait, quoi. Si ça avait été dans une cage. C'est exactement ça. Il y aurait peut-être eu un accident, mais pas celui-là, c'est évident. Alors, tu avais fait ta carrière en featherweight, hein, en moins de 66 kg. Ouais. L'année 2018, visiblement, les combats, tous en moins de 70. Ouais. Et donc, après ta blessure, tu reviens en moins de 77, c'est bien ça? Exactement. Après, c'était vraiment un cas exceptionnel parce qu'il y avait une blessure de dernière minute. Ce qui est marrant, c'est que pour ce combat-là, on m'en a parlé le lundi, je crois. On me l'a confirmé le mercredi. Et normalement, on voulait que je prenne l'avion le lendemain. Alors, pour expliquer quand même aux téléspectateurs, c'est que c'était au TKO, au Canada, face à Julien Leblanc, c'est bien ça? Exactement. Et donc, tu étais un remplacement de dernière minute, on peut dire. Vraiment un remplacement d'extrême dernière minute. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, les challenges, tu n'en as pas peur, tu les saisis, il faut savoir saisir les opportunités. C'est l'histoire de ma vie, ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu montes de catégorie. Contre un adversaire invaincu. Et lui, il descendait de catégorie. Donc, le jour du combat, il était au minimum, 85. Je pense. Ouais, à 87 kilos, je pense. Minimum. Ah oui, parce que quand je l'ai saisi, j'ai quand même senti que pour le maintenir au sol, c'était un peu difficile. Parce que quand il poussait, je me levais un peu quand même. Alors, je voulais te parler justement de la préparation pour cette catégorie des welterweight, mais comme tu me dis qu'il y a eu très peu de préparation. Non, il n'y a pas eu de préparation. Si je dis ça, je suis un menteur. Ça, comme je viens de le dire, ça s'est passé exactement comme ça. Et du coup, j'ai pas pris l'avion le jeudi. J'ai dit non, quand même, faut pas exagérer. Faut quand même me laisser le temps de me préparer. Et le samedi, j'étais dans l'avion. Oui, donc cet essai dans les welterweight, c'était un premier test, donc tu penses pas y retourner, quoi. C'est pas ta catégorie, non. On va dire. Je pense, frère, s'il y a une opportunité qui en vaut la peine, je peux. Mais là, pour le moment, c'est pas du tout prévu. Alors, on a parlé de l'année 2018 qui était en dents de scie. Maintenant, on va parler de l'année 2019 qui a commencé, elle, par pas mal de frustration avec un combat qui a été annulé, toujours au Canada, je crois, face à Michael Dufort, c'est ça. Et encore un remplacement dernière minute, si je ne me trompe pas. Là, on ne peut pas faire mieux en termes de short notice. C'est le pire de toute ma vie. 3 heures avant l'événement, je suis chez le coiffeur. On m'appelle en catastrophe. On me dit, est-ce que tu peux combattre contre Charles Jourdain? Et je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Je dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il a mon adversaire? Ouais. Et là, du coup, on me dit, non, il n'a rien du tout, c'est l'adversaire de Jourdain qui est blessé. Et du coup, on veut que ce soit toi qui fasses la ceinture. Et je dis, bon, ok. Après, je dis, on y va alors. Et le coach, il me dit, est-ce que tu es sûr? Je dis, non, il n'y a pas de problème, je vais. Il me dit, mais là, c'est 5 rounds, c'est pas 3 rounds. Je dis, on y va. C'est pas... Et 5 rounds, y aller, quoi. Voilà. Et je dis, on verra, on va savoir ça dans la cage, quoi. Et voilà comment ça s'est passé. Donc là, une fois de plus, voilà, j'ai perdu au 5e round. C'est vraiment la fatigue. Voilà, je cherche pas d'excuses, c'est pas du tout mon genre, parce que de toute manière, on apprend. Si on se cache et on n'accepte pas les choses, on n'avancera pas. Et voilà, j'ai toujours avancé en me disant les bonnes choses,
Mais en tout cas, j'étais fatigué au 5e round. Après, j'aurais aimé, voilà, aimé en donner plus parce que les 3 premiers rounds, je les avais gagnés. Après, au 4e et au 5e, c'était difficile. Donc, j'aurais quand même aimé qu'on finisse le combat et avoir la décision quand même. On continue le MMA Mag, toujours avec notre invité, monsieur Damien Lapillus, ancien champion du BAMA. J'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'expérience au niveau international pour un combattant français. Et j'avais une question à te dire. Oui, j'avais une proposition à te faire. Je sais que ton surnom, c'est Frankenstein. Exactement. Pourquoi tu ne serais pas Last Minute Man, là? Parce que à chaque fois, on tape en dernière minute, ça peut être ton deuxième pseudo. C'est vrai. On aurait très bien pu. Bah, après, pour l'instant, c'est Frankenstein. Après, souvent, on me demande pourquoi Frankenstein, parce que j'ai pas l'air de prévu, ressembler. hein, c'était prévu. J'ai pas l'air de ressembler à Frankenstein, mais on en reviendra tout à l'heure. Bon, alors, maintenant, parlons UFC. Hein. C'est un sujet qui intéresse toujours, toujours les fans, c'est sûr. Pas mal de Français qui ont déjà eu des expériences à l'UFC. Un membre de ta famille, d'ailleurs, qui a eu plusieurs combats là-bas. D'ailleurs, Ouais. on va Taylor. dire... comment? J'ai dit Taylor. Taylor Lapillus, son frère, qui a eu des très bons résultats à l'UFC. Il n'y est plus en ce moment. Mais on sait qu'il y a des nouveaux Français qui arrivent bientôt. Cyril Gane qui... Exactement, voilà. qui combat là le mois prochain, le 10 août, à l'Uruguay. Eh ben, c'est justement là-dessus que je voulais te lancer. Comment vois-tu le futur de Cyril à l'UFC? Je pense que ça va très bien se passer, parce que pour un poids lourd, il est rapide, il tape fort, contrairement à ce qu'on peut penser. Et il est précis, il a quand même un bon cardio, et il est quand même agile quand même pour son poids. Parce que nous, on tourne beaucoup avec lui, et il y a des trucs sur lesquels quand même je suis pas mal étonné, quoi. Donc bonne pioche pour l'UFC. Bonne pioche pour l'UFC, et je pense qu'il fera partie rapidement du top 10. Alors, est-ce que justement, avec tous les noms que tu dois croiser, j'imagine, dans les salles d'entraînement, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un nouveau courant français et pas mal de nouveaux sangs qui va arriver à l'UFC dans un futur proche? J'en suis intimement convaincu. Il y a un très bon niveau en France, il y a des très bons combattants, et c'est la suite logique, quoi. Ouais, et toi, justement, avec ton expérience internationale, j'imagine que tu dois voir des gars qui sont, on va dire, au même niveau dans le business dans les autres pays, et tu penses que la France a tout à fait sa place, quoi. Ah, Si ce n'est- largement. C'est Ouais. même pas un petit peu, c'est largement sa place. Il y a des combattants en France qui ont passé ce cap-là et qui ont largement leur place à l'UFC. Ouais. Alors, parlons un petit peu de la team, hein, là où tu t'entraînes, la MMA Factory. Hein. Quel est l'impact de ton entraîneur, Fernand Lopez, sur ta carrière? Quels sont tes partenaires d'entraînement préférés, ceux que tu vois le plus régulièrement, avec qui tu tournes le plus régulièrement? Et aussi, quelles ont été ta préparation pour ton combat au GMC le mois dernier? Ben, le MMA Factory, c'est le plus gros club français, c'est peut-être le numéro 2 ou numéro 1, ou pour certains le numéro 3 européen. Ouais. Donc voilà, on va pas trop parler sur ça. C'est dirigé par Fernand Lopez, qui est un très bon coach. Après, voilà, certains diront que c'est mon coach, donc je lui donne tout. Enfin, je peux dire tout le bien de lui parce que c'est mon coach, mais pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui est... comment je peux dire ça? Qui est tellement intéressé et passionné, voilà, le mot que je cherchais, passionné par son travail, que ce soit en termes de management, de coaching, pour aller nous trouver des sponsors ou voilà, dans toutes les choses, il essaie vraiment d'être là et de nous trouver tout le temps une nouveauté, quelque chose qui va nous mettre en avant, qui va pouvoir nous pousser vers l'avant. Et ça, c'est vraiment très bien. Quelqu'un qui se démène donc pour le bienfait des carrières de ses... Exactement. Et quand on a eu un groupe pro à gérer, parce que là, on n'a pas, voilà, comme certains clubs où ils sont 2 ou 3 à être dans le haut du panier. Là, vraiment, on est plusieurs. Il faut gérer toutes les prépas physiques, il faut gérer toutes les prépas de combat. Il y a des analyses à faire. C'est vraiment un boulot, mais un monstre. Et heureusement qu'il y a des gens qui l'aident pour ça. Mais c'est un travail de titan, quoi. Alors, ce travail de titan, il l'a continué aussi en partant à Berlin avec toi. Exactement. Donc, après une préparation donc, pour le GMC, où tu as affronté Ban Max, un Allemand en vue. Alors, comment tu as approché particulièrement l'entraînement, enfin le training pour cette date fatidique? Ben, le training, ça a été comme d'habitude. On n'a pas changé beaucoup de choses, si ce n'est que ça a été le travail sur moi-même, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui s'entraîne même quand il n'y a pas de date de combat. Ben, aujourd'hui, je me suis déjà entraîné 2 fois. Et pourtant, il n'y a pas encore de date d'annoncer. Donc après, ça peut monter à 3 quand il y a une date pour un combat. Mais
voilà, c'est comme d'habitude. C'est pas, il y a vraiment des choses, sur un travail à faire sur moi-même. Et c'est ce qui a été fait cette fois-ci. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin pas, ils m'ont dit, est-ce que tu penses qu'après le combat au Canada, c'est peut-être le moment de prendre un mec comme ça directement derrière parce que sur le papier, ben, Max Koga est plus fort que Charles Jourdain. J'ai dit non, c'est mon niveau ça et je vais le prouver ce jour-là. Alors Damien, moi je te propose un truc, on va faire un petit tour justement sur la plateforme MMA TV, on va regarder ensemble ta dernière sortie, c'était le mois dernier, c'était à Berlin, Exactement. c'était pour GMC, ça c'est bon, c'est placé. Et on a justement en boîte les images de cet événement et je voulais savoir si tu pouvais peut-être analyser tout ton combat avec toi. On va D'accord. dire les points positifs, les points négatifs et voir un petit peu ton œil d'expert sur ta performance. Il n'y a pas de souci.